Les terres de Haute-Loire fournissent de bons produits, mais également de superbes paysages, notamment dans le pays du Mézin. Un territoire sauvage au cœur des anciens volcans, respecté avec force par les hommes et les femmes qui s'y épanouissent. François est né au pied de ces montagnes, dans le petit village de Fresnay-la-Tour, qui ne compte qu'une centaine d'habitants. Fils et petit-fils d'agriculteurs, il a grandi sur cette terre vallonnée qui fait de lui un montagnard dans l'âme. Ce n'est pas un hasard si c'est au mont Mézin, le point culminant de la Haute-Loire, qu'il nous emmène en premier. Il a rendez-vous au pied du mont, à la croix de Pécata, avec Anne Gaël, ancienne accompagnatrice de montagne, aujourd'hui productrice de fromage de chèvre. Qu'est-ce que tu cueilles? Je cueille du millepertuis. Tu vois, il en reste encore un petit peu, alors il est un petit peu fané. Et donc le millepertuis, ça sert à traiter les symptômes de stress et d'anxiété. Et c'est vrai qu'on n'est pas stressé par ici. On n'est pas stressé, on est cool. Dis-moi, tu connais la croix de Pécata ici? Et je la connais bien pour voir ce qu'il y a à côté. Ah bah oui, il y a les pistes de ski de fond qui passent là. Mais est-ce que tu connais la légende? Non, tu vas me l'apprendre. Je vais t'expliquer ça. Alors la croix de Pécata, la croix des petits péchés en latin. On raconte qu'au village des Estables, il y avait un curé qui avait l'habitude de recevoir les confessions des couples adultères au village. Ah d'accord. Et leur donner une pénitence. La pénitence, c'était de partir entre la croix de Pécata ici et la croix du Mézin, qui se trouve au sommet du Mézin à 250 mètres plus haut. C'est excellent ça, une pénitence sportive. Une pénitence sportive, un mini pèlerinage. Et la légende veut que parfois les hommes et les femmes d'un même couple se croisent sur le chemin. Point de chemin de pénitence pour nos guides du jour, qui entament la première partie de leur ascension à travers une charmante forêt d'épicéas. Bon, on va pas tarder à apercevoir le sommet là. Là on arrive tout doucement, oui. Ouais. Là tu vois, on arrive sur la partie découverte du mont Mézin. Ouais. Et le mont Mézin, c'est un volcan vieux de 7 millions d'années. Ah, d'accord, donc c'est pas tout récent, oui. Pas tout récent. Ce qu'on appelle les volcans à lave pâteuse. Et tu vois, ici, on trouve de la phonolite. Ben, par exemple, là, la phonolite, oui. C'est cette pierre-là. Qui donne un son de cloche, je crois. Exactement, c'est ça. Phono, ça veut dire le son. Lithos, la pierre. Et quand on tape les deux pierres l'une contre l'autre, eh ben, on a bien ce bruit-là sonore, tu vois. Ici, on s'en servait parfois pour faire les cloches. Qui est assez joli. Exactement. Ces phonolithes proviennent de grandes coulées de lave qui, sous l'action du gel et du dégel, ont explosé pour donner des roches volcaniques grises que l'on appelle des kyés. Un spectacle lunaire que l'on peut admirer juste avant l'arrivée au sommet du mont Mézin. Et là on sera à combien d'altitude? Alors à la croix, on sera à 1749 mètres, précisément. Oh, regarde-moi ça. C'est super beau là, hein? Ah ben là on est bien, tu vois. On sait Magnifique. pourquoi on est monté. Ouais, exactement, hein. Qu'est-ce que c'est joli. Ici, on est sur la ligne De partage des eaux. La ligne de partage des eaux, exactement. La ligne de partage des eaux avec cette fameuse goutte d'eau qui va aller... Un côté Méditerranée et l'autre Atlantique. Exactement. Si je verse une goutte d'eau côté Méditerranée, eh ben, de ce côté-là, elle va parcourir 150 km pour rejoindre la mer Méditerranée. Donc on a une pente très abrupte et ça se retrouve sur le relief. On trouve des sommets très pentus, des cascades, des torrents. Et puis de l'autre côté, là, juste ici, je verse ma goutte d'eau. Elle va aller direction l'océan Atlantique, 1000 km. Donc on passe de cette altitude-là à zéro pour l'océan Atlantique. Donc on a une pente beaucoup plus douce, d'où ces hauts plateaux ici autour. Fiers de leur paysage, nos deux grimpeurs le sont tout autant de leurs produits. Lorsque vient l'heure du pique-nique, ils dégainent le fromage local. Et voilà une bonne part de fromage aux artisous. Quand on sait que les artisous se multiplient à une vitesse folle, pas étonnant qu'en quelques jours, on retrouve toute la surface du fromage recouverte d'artisous. La tome aux artisous, affiné par des millions d'acariens, est un fromage qui a tendance à bouger tout seul. Vrai fromage aux artisous,
Et tu sens tout le pays qu'il y a derrière et tout le savoir-faire. Exactement, on retrouve le parfum de nos prairies. Et ça, tu vois, à n'importe quelle époque de l'année, on sent toujours ce même goût. Et à n'importe quelle heure, on le déguste. Et à n'importe quelle heure, surtout. Un peu plus bas, en bordure des hauts plateaux du Mézin, les artisous laissent place aux cloissous. Ces toits de chaume faits de paille de seigle que l'on trouve en nombre dans le petit village de Moudère. Un décor qui donne aux promeneurs l'impression d'évoluer dans un conte de Grimm. À la ferme des frères Pérel, ouverte aux visiteurs, c'est Béatrice, une fille du pays, qui va nous expliquer l'importance du seigle pour les anciens du coin. Et je vais te demander un petit coup de main. Et si j'ai ça compris. t'ennuie pas. Je vais prendre la grande faucheuse. Ouais. Attention. Attends, me coupe pas les mains. Hein. Hop. Allez, C'est bon c'est pour toi? Hop. Voilà. impeccable. Bon, et ben Bon, voilà. tout est coupé. Le cloissou est là. Le cloissou est là. On va pouvoir faire le toit. Alors, tu sais pourquoi ils prenaient de la paille de seigle pour faire les Plus toits. résistante? Alors, que- alors déjà, c'est une paille qui pousse à 1200 mètres d'altitude. Donc elle est longue, elle est imperméable, donc elle est lisse, l'eau va ruisseler dessus. Tu vois, D'accord, ouais. la neige va pouvoir s'écouler. Et puis tu vois, elle est creuse. Tout ça, ça affronte un peu le temps de ce pays. Oui, et puis donc elle est légère et elle est isolante, l'air isole. Ouais. Donc tout ça fait qu'elle avait quand même plein de qualités pour pouvoir faire le toit de chaume. Et puis le toit de chaume, et puis aussi on s'en servait pour l'alimentation, tout ce qui est farine. Et oui, en effet, il se servait du grain aussi pour faire la farine de seigle, Qu'on battait au fléau. qu'on battait au fléau C'est sur assez l'aire marrant. de battage. C'était assez marrant de voir d'ailleurs, c'était bien souvent les femmes qui tapaient tous au fléau. Ouais, il faisait ça en cadence, oui, c'était une sacrée danse. Et il y a encore quelques artisans qui le font. Plus toi. Alors je ne sais pas si la toiture va durer aussi longtemps. Hein. Une toiture, tu sais combien de temps ça dure? Une trentaine d'années. Ouais, c'est ça. 25, 30 ans, en fonction des intempéries, s'il y a beaucoup de neige ou pas. Eux, avant, ils faisaient un 25e chaque année. Ils en refaisaient un petit peu chaque année avec Ah la oui. récolte de la saison. Ces chaumes de seigle si charmantes de nos jours étaient autrefois les toits des pauvres, souvent utilisés pour couvrir les fermes au confort rustique. La vie à Moudère était particulièrement rude, tant le hameau était isolé. Dans ce contexte, la vie de ces petits villages de Haute-Loire s'articulait autour d'un personnage central, indispensable à la communauté, les Béates. Celle de Moudère habitait l'emblématique maison au volet rose, que l'on appelle encore aujourd'hui l'Assemblée. Et ben les béates, en fait, elles donnaient l'instruction dans les villages. Comme il n'y avait pas forcément d'école, et bien c'était elles qui donnaient l'instruction, qui apprenaient à faire le catéchisme, qui apprenaient à faire la dentelle. Et elles étaient formées au Puy-en-Velay D'accord. par une dame qui s'appelait Anne-Marie Martel, Oui. dans les années 1650-1670. Et voilà, les béates, en fait, elles avaient pour but de se dévouer aux habitants. En contrepartie, les habitants, ils lui construisaient sa maison, ils lui faisaient son potager. C'était des figures locales. C'était des femmes fortes. Ouais, c'était des femmes fortes. Et en tout cas, ces femmes, elles ont été très présentes dans ces villages et jusque dans les années 50-60, les dernières béates. Ah oui. C'était la génération de mes grands-parents en fait. Oui, même je pense que tes parents les ont connues, en ont connu certaines, les dernières. Et ce qui est particulier, c'est vraiment spécifique à ce milieu rural ici, à cette partie de la Haute-Loire. Ça se faisait nulle part ailleurs. Ainsi, la campagne de Haute-Loire continuait à vivre grâce à ces béates. Ces terres, autrefois enclavées, ont connu l'ouverture au début du siècle dernier, grâce au tourisme et aux stations de sport d'hiver, mais surtout suite aux politiques de développement des réseaux ferroviaires. Témoin de cette époque, le Velay Express siffle encore bien fort sa présence dans la campagne du plateau du Velay. Eh bien tu vois Hubert, c'est la première fois que je le prends et c'est quand même assez magique. Hein. Ah ben oui, hein. Pourtant il roule depuis 1902. Hein. Et oui mais j'étais pas né. Ah ben voilà. Hubert est chef de train sur le Velay Express. Mais alors toi Hubert, comment ça se fait que tu sois finalement tombé dans le train? Ah, c'est une longue histoire. Ça remonte à l'enfance.
Moi, j'ai toujours aimé les trains depuis que je suis tout petit. Mes parents me disaient que dès que j'avais 4 ans, quand je voyais un train, j'étais pratiquement en transe. Je suis un passionné du train, mais aussi de ce train, parce que je trouve qu'il est particulièrement intégré dans la région. Regardez comme la vue est belle. Le Velay Express traverse des paysages de montagne perchés à plus de 1000 mètres d'altitude, pour le plus grand plaisir des voyageurs qui peuvent prendre place à bord chaque dimanche de mai à décembre. Il fait également halte dans plusieurs villages, parfois pour faire le plein d'eau, car le petit train d'Hubert est un des rares trains à vapeur encore en exercice. Alors le principe de la machine à vapeur, c'est très simple. Il ressemble un peu à celui de la cocotte minute, avec une pression qui est extrêmement importante sur la chaudière. Donc alors la chaudière chauffe, ça provoque de la vapeur par des conduits est entraînée vers les pistons, ce qui permet ensuite à la roue de tourner. Eh bien, je me coucherai moins bête ce soir, tu vois. Ah, voilà, mais c'est comme ça que ça marche une machine à vapeur. Le Velay Express traîne avec lui l'histoire des villages qu'il traverse, notamment celle de Chambon-sur-Lignon, haut lieu de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Alors là, du coup, on arrive au Chambon. Alors, il faut partir de l'idée centrale que le Chambon-sur-Lignon est en terre protestante. Une terre qui avait beaucoup souffert, notamment pendant les guerres de religion. D'accord. Et qui a toujours été ensuite ouverte aux personnes qui étaient dans le besoin de se réfugier. C'est ainsi que, après la guerre de 70, des Alsaciens sont venus se réfugier ici. Il y a eu ensuite, pendant la guerre d'Espagne, des Espagnols qui sont venus ici et qui ont été hébergés. C'était vraiment une terre d'accueil. C'était une terre d'accueil. Et alors, pendant la dernière guerre mondiale, tout naturellement, les pasteurs du Chambon-sur-Lignon ont incité la population à héberger notamment des enfants juifs. Des enfants qui arrivaient sur place avec le petit train d'Hubert, aujourd'hui classé monument historique. Ils étaient hébergés soit dans des anciennes pensions de famille, soit dans des fermes où ils étaient cachés. D'accord. Et puis, par une filière, ils recevaient des faux papiers, ils reprenaient le train et ils étaient exfiltrés en Suisse. Et on parle quand même d'environ 3000 enfants qui auraient pu être sauvés ainsi Ici. au Chambon-sur-Lignon. Les habitants du Chambon-sur-Lignon et des alentours du Chambon-sur-Lignon ont toujours considéré qu'ils n'avaient fait que leur devoir. C'est ça. Ils n'ont jamais voulu se vanter de cette opération. Et finalement, c'est l'État d'Israël qui a accordé à tout le territoire autour du Chambon-sur-Lignon, au plateau du Haut-Lignon, le statut de terre des justes parmi les justes. Il n'y a que 2 territoires En France qui bénéficient de ce statut dans le monde. Le second étant le village néerlandais de Nieuwlande.